Nathalie. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de notre émission Sagesse. On a le grand plaisir de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons passé un mois sans avoir notre émission Sagesse, puisque c'est comme si, pendant un mois avec tes activités diverses et variées. La tournée Happiness Tour, oui. On n'a pas pu se voir pour cet épisode de notre émission Sagesse. Et on sait que ça m'a manqué, Nathalie. Ça m'a manqué de partager ce moment avec toi. Et puis, je sais qu'ils sont très attentifs à la mise en ligne de ces épisodes-là. Ils attendent avec ferveur et impatience chaque mois pour justement être éclairés sur un nouveau sujet sur lequel on va pouvoir un petit peu discuter, échanger. C'est toujours un bonheur, en tout cas, de se retrouver, même en plein mois d'été, avec la chaleur. Donc ça, c'est une autre énergie qui se joue en ce moment. Mais c'est très intéressant. On va philosopher. Effectivement, pendant le Happiness Tour, c'était intéressant parce qu'il y avait des personnes qui sont venues au concert et au stage qui, effectivement, écoutent cette fameuse émission Sagesse. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit, mais ça fait plus d'un mois que vous n'avez pas donné une émission avec Nathalie. Je dis oui, j'étais en tournée, donc effectivement, je ne suis pas passé par Paris, mais dès que j'ai l'occasion, ça sera la première chose. Là, je reviens juste de Casablanca, du Maroc. Il faisait bon aussi. Il faisait doux, et là, maintenant, les chaleurs aussi arrivent. Alors, quelques mots peut-être sur Happiness Tour. On en avait parlé à l'occasion d'une petite émission pour présenter. C'est vrai. Comment ça s'est passé, la rencontre avec les gens? C'est vrai que c'était une année, on se le disait aussi, déjà, les mois d'été, là, il fait très chaud en ce moment, donc ça donne envie aux gens d'être à l'extérieur. Exactement. Il y a eu cette période d'élection présidentielle. Nous, on a vu que sur la radio, ça créait des baisses d'audience. C'est moins facile de garder les gens en cette période. Comment ça s'est passé pour toi? Effectivement, on a choisi la période la plus, je dirais, intéressante parce que avec les élections, avec la chaleur, avec en tout cas les vacances qui arrivent, les ponts, les grands week-ends, mais en tout cas ceux qui étaient là, qu'ils ont vécu une expérience magnifique et nous avons vécu avec eux une expérience magnifique. Vraiment des personnes qui découvraient ce qu'étaient les bhajans, les mantras, des personnes qui sont venues me voir à la fin du concert en disant j'ai eu des larmes, pas des larmes de tristesse, à la fois je me sentais allégé d'un poids. Et à la fois, je sentais beaucoup d'amour dans mon cœur. On a eu beaucoup de partage. Un monsieur dont sa femme n'arrête pas de lui dire viens faire du yoga. Puis lui, il veut pas du tout entendre parler de yoga. Et elle avait acheté mon album Sagesse. Il l'a écouté. Et depuis ce jour-là, il n'arrête pas de l'écouter. Et quand je suis venu donner le concert, il a eu envie de venir à ce concert. Et depuis, les mantras, les bhajans, il adore. Ah, magnifique. Il adore. Alors que cet homme avait finalement aucun intérêt avant ça pour ce type de musique. Qui, je rappelle, les chants bhajan, c'est des chants dévotionnels indiens. Voilà. Donc c'est quand même une musique tout à fait particulière, qui est guidée par une intention aussi qui est tout autant. Oui. L'intention est importante parce qu'elle véhicule une énergie et lorsque ces chants sont chantés tous ensemble avec cette intention, ça réveille cette énergie du cœur en fin de compte. Et la magie opère. Des blocages se dissolvent. C'est impressionnant de voir comment la magie opère pendant ces chants. Donc voilà. Mais on a décidé de la refaire pour 2018. Génial. Et puis cet automne, je serai aussi en tournée dans des villes pour faire expérimenter ces chants bhajan et ces mantras. Donc restez connectés, chers auditeurs. On donnera évidemment en fin d'émission notamment le site de Stéphane Hérault, mais pas seulement, celui de l'art de vivre. Mon cher Stéphane, puisqu'on parlait de magie qui s'opère, la magie s'opère souvent lors de nos émissions à l'occasion de la transmission d'un conte. Alors je vais te laisser la parole pour peut-être introduire cette émission, introduire le sujet du jour avec cette petite histoire. Exactement. Ce matin, je me demandais quel conte je vais pouvoir raconter. Tu sais qu'à chaque fois que je viens te voir, Nathalie, je ne sais pas le conte qui va sortir. À peu près, mais il se manifeste vraiment dans le trajet. Alors, quel est ce conte aujourd'hui? Comme tu le sais, il y a beaucoup d'histoires de moines, de rois dans mes contes de sagesse. Et ben, c'est encore une histoire de conte avec un moine et un roi. Alors, il y avait un moine qui avait vraiment une grande chance, c'est que le roi lui offrait son repas de midi tous les jours. Depuis des années, c'était vraiment un plaisir que le roi avait d'accueillir ce moine. Il y avait une sympathie entre ces deux hommes
même une connivence. Un jour, ce moine arrive, va prendre son repas, et c'était pas dans n'importe quelle vaisselle, Nathalie. C'était vraiment plus belle vaisselle, tout en or, en porcelaine, vraiment magnifique. Les couverts étaient en argent. Le moine arrive, voit son repas de près, mange à son habitude, prend son temps de digestion, et il s'en va. Mais cette fois-ci, c'était différent des autres fois, Nathalie. Tu sais pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce moine en a profité pour voler la vaisselle. Toute la vaisselle, les couverts, la vaisselle. Les personnes qui le servaient, les serviteurs, en venant enlever les couverts, une fois que le moine était parti, remarque, il n'y a plus rien. Le moine avait tout volé. Le serviteur fait remonter l'information au ministre, le ministre au roi. Et le roi, il dit, mais que s'est-il passé? Comment ça se fait que mon ami le moine, aujourd'hui, a volé cette vaisselle? C'est quand même étrange. Alors bien sûr, ils n'allaient pas lancer une grande enquête, mais il a demandé quand même au ministre de se renseigner. Que s'était-il passé? Un jour passe, 2 jours passent. Le moine n'est jamais revenu pendant ces 2 jours. 3e jour, là, ça inquiète. Comment ça se fait que ce moine, en plus, ayant volé la vaisselle, ne revient plus prendre son repas? Le 4e jour, il revoit le moine arriver à 12:05 pour son repas. Il repose l'assiette, il repose les couverts et la timbale, et il attend, comme si rien n'était, son repas. Fait encore plus étrange. Mais que s'était-il vraiment passé? Le moine étant parti, ils ont vraiment fait une enquête de plus en plus précise. Et en fin de compte, ils se sont aperçus d'une chose, c'est que le jour où le moine a volé la vaisselle, ils avaient cuisiné une nourriture qui avait été confisquée à des voleurs. Ils avaient confisqué tout un stock de nourriture à des voleurs. Et cette nourriture était arrivée dans cette cuisine. Cette cuisine, donc, ils avaient cuisiné donc cette nourriture. Le moine avait mangé cette nourriture. Et l'énergie qui était véhiculée dans cette nourriture s'était transformée en pensée et en action chez ce moine qui était creux et vide. Il était vraiment pur. Le roi était satisfait parce qu'il s'est rendu compte que son ami n'était pas un voleur. Mais ça lui a posé quand même quelques questions. Donc il a posé la question au moine après. Il dit, mais j'aimerais revenir sur cette mésaventure. Voilà, cette mésaventure. Et le moine lui a dit, oui, c'est ce qui se passe lorsque la nourriture est chargée d'une certaine énergie. Elle se transforme en pensée, en humeur, et des fois en action. Et comme j'étais simplement là, j'ai vu ce qui se passait en moi, je l'ai fait, mais une fois que l'énergie s'était dissoute, je suis revenu naturellement. Intéressant, hein? Très intéressant. Intéressant. Alors peut-être, la première chose, ma première réaction en tout cas, c'est de se dire, est-ce que à ce point-là, finalement, notre alimentation, bon, notamment puisque c'est l'exemple, est empreint comme ça des intentions. J'imagine que oui. De toute façon, ça, on va en débattre pendant tout au long de cette émission. En tout cas, dans c'est l'exemple de ce conte, c'est tout à fait flagrant qu'un homme empreint de sagesse et de pureté puisse être mené comme ça. Oui, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a cette sensibilité. Oui. Il le ressent d'autant plus. En tout cas, il peut être observateur. Mais sache, Nathalie, que la plupart du temps, si on n'a pas fait ce travail d'affiner notre conscience, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Tu me racontais une histoire tout à l'heure, et en fin de compte, ça m'est arrivé la même chose. Une fois, on était avec mon épouse, on allait manger dans une crêperie, et on avait réservé, donc on arrive. Il y avait personne pour nous accueillir. Et en fin de compte, la porte de la cuisine était pas trop éloignée.
Et on entend la patronne se fâcher, une énergie très lourde, pesante. Avec mon épouse, on s'est regardé, on a dit waouh. Si la nourriture qu'on va manger va être imprégnée de ces énergies-là, vous n'avez pas fini de digérer. Là, c'est sûr que ça va pas se faire. Ouais. Donc, on s'est regardé, on a pris la pousse d'escampette, comme on dit, parce que effectivement, ça a un impact. Et on le vit tous les jours. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas ce qu'on va manger, surtout quand on mange au restaurant. Mais il y a une différence lorsqu'on va chez notre grand-mère ou chez notre mère qui a préparé le plat avec amour. Il y a une autre énergie, et cette énergie va se transformer. Et c'est là où je rejoins le travail du professeur Emoto, ce fameux japonais qui a fait tout le travail sur justement la mémoire de l'eau. Tu en as entendu forcément parler. C'est-à-dire que il a fait un travail, ils ont congelé l'eau et puis ils ont pris des photos des cristaux de cette eau. Alors, cette eau, ils l'ont pris soit telle qu'elle était, après avoir reçu une bénédiction d'un moine zen, ils l'ont pris après avoir impulsé une musique, l'énergie d'une musique, Mozart ou une musique classique. Ils ont pris aussi avec la musique hard rock ou avec un mot tel colère, tel que amour. Et en fin de compte, le cristal photographié est complètement différent. J'invite vraiment nos amis qui nous écoutent à aller voir le travail du professeur Emoto sur la mémoire de l'eau. Et quand tu sais que 70, 80, 10% de notre être est constitué d'eau. Donc forcément, c'est-à-dire que l'énergie qui est véhiculée, va se transformer en humeur. Alors, dans la tradition védique, c'est très intéressant parce que on va parler, justement, c'est ce qui a donné aussi naissance à au concept de la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'on parle des 5 éléments. Donc l'éther, donc l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc la nourriture est faite de ces 5 éléments. Il y a des nourritures qui sont beaucoup plus feu. Si tu prends un plat où il y a plein de piments, un plat qui va augmenter ce feu à l'intérieur de toi. Il va y avoir aussi des plats qui vont amener beaucoup plus d'air, comme les haricots. C'est des éléments c'est pour ça qu'on a des vents ensuite. Donc, chaque élément est présent dans la nourriture. Selon ce que tu vas manger comme nourriture, ça va avoir un impact. Imagine qu'il fait chaud et que tu manges un plat pimenté. Si tu n'as pas l'habitude, il se peut que ça va augmenter ce feu en toi. Donc, ça va se transformer en humeur, ce qu'on appelle les gunas aussi, différentes qualités. Et ça va se transformer en action. Alors effectivement, le feu va augmenter le feu, donc il va y avoir un excès d'un élément. Ça peut être le feu, ça peut être la terre, où tu vas te sentir beaucoup plus apathique, beaucoup plus lourd. Ça peut être l'eau, ça peut être l'air, comme je le disais. Donc, que va-t-il se produire? Les éléments modifient aussi ton humeur. Maintenant, comme chaque élément est constitué d'eau, à chaque fois que tu cuisines avec conscience et pureté, l'eau de cette nourriture va s'imprégner aussi. Et quand tu vas cuisiner, ça va se transférer dans cette nourriture. Donc quand tu vas manger, ça va aussi se transférer dans ton système digestif. Soit ça va effectivement faciliter ton système digestif, soit ça va alourdir, soit ça va se transformer comme ce moine en pensée, en action. Et presque à finir par nous manipuler, mais de manière subtile et inconsciente. Il y a aussi cette idée finalement, pour rebondir là-dessus, qu'on peut, et comme dans beaucoup de traditions, tu sais, il y a le bénédicité, donc prendre ce temps quand on a l'assiette devant soi ou de l'eau, de pouvoir justement poser une intention. Donc là, une forme de gratitude dans ces formes de traditions-là. Est-ce que finalement, même si sur la chaîne, dans la manière dont a été construit notre repas, il y a eu en effet des intentions qui étaient moins belles, est-ce qu'on peut réénergétiser, est-ce qu'on peut imaginer que de toute façon, à chaque instant, on peut poser une intention qui puisse transformer l'énergie de ce qu'on va manger, mais de ce qu'on va faire en général. Comme un matin, on se réveille ou on part pas d'une très bonne intention, on sait qu'on peut quand même changer à un moment donné dans sa journée l'intention qu'on va poser sur la journée. Oui, tout ce que tu fais rentrer dans ton système, le bonheur, c'est que tu peux aussi le charger grâce
à ton intention. Alors, dans la tradition védique, il y a des mantras qui sont faits juste avant de manger. Par exemple, juste pour charger la nourriture. Et tu le sens des fois quand j'anime des séminaires, des stages, je leur apprends ce mantra, et avant le repas, on charge. Mais ça peut être simplement merci. Pour ceux qui sont croyants, ça peut être merci mon Dieu, pour tout ce que tu m'offres, tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que je vais manger. Ça, c'est bon aussi. Il y a une phrase d'ailleurs qui est Anadatta Sukhi Bhava. Anadatta Sukhi Bhava, c'est remercier aussi toutes les personnes qui ont pris part à ce repas. Alors pas simplement la personne qui a cuisiné, parce que derrière ça, il y a la personne qui a acheminé la nourriture, les légumes. Il y a aussi la personne qui les a cultivés. Tu vois, la chaîne est vaste. Donc quand tu pars de ce principe que, en fin de compte, ce que tu vas faire rentrer dans ton système. Alors, on parle de nourriture là, on parle de la nourriture physique, l'alimentation, l'eau aussi. Mais ça va plus loin. Parce que c'est tout ce que tu fais rentrer en termes de nourriture. Ce que tu vas lire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ton mental, sur ton esprit, ce que tu vas regarder à la télévision. Si tu passes ta journée à écouter des informations négatives, forcément, si tu veux, à un moment donné, ces informations se cristallisent dans ton mental et va conditionner ton mental. Donc forcément, ça va conditionner ton champ de pensée, ton énergie, qui est la pensée. C'est très simple à comprendre. Hein. On est comme des récepteurs. D'un certain côté, c'est comme tu mets ta radio et puis à un moment donné, tu veux entendre, tu es beaucoup plus, t'as envie d'écouter Radio Médecine Douce. Donc tu mets le canal Radio Médecine Douce, d'accord ? Tu veux écouter de la musique classique, tu mets peut-être un autre canal. C'est pas que les autres canaux n'existent pas, c'est pas que les autres émissions n'existent pas. Mais toi, tu t'es branché sur une fréquence qui va te permettre de recevoir l'information. Donc, de la même façon, nous sommes des récepteurs. Émetteurs aussi. Et récepteurs. Émetteurs et récepteurs. Émetteurs et récepteurs. Donc, ce que tu vas recevoir, c'est comment tu vas avoir placé ton bouton sur quelle fréquence. Et plus tu médites, plus tu respires, plus tu fais du yoga, plus tu fais du tai chi chuan, du qigong, peu importe. Plus tu as tes pratiques, en fait. Plus tu as tes pratiques spirituelles, la connaissance, la sagesse, à un moment donné, tu élèves tes vibrations. Et c'est ça qui est beau. Là, je l'ai vu dans mon expérience de 20 années. Au départ, on a toujours des mots, même des mots qui sont familiers, vulgaires des fois, qui font partie de notre langage, sans qu'on s'en rende compte. Il y avait... Exemple. Il y avait une personne, je me souviens, il y a quelques années, qui était adorable, et je l'ai côtoyée pendant un certain temps, et elle disait un mot qui était P-U-T-A-I-N, chaque instant de sa vie, en tout cas, à chaque phrase, c'était pratiquement, il venait. Un tic de langage. Un tic de langage, comme il peut y en avoir d'autres, je prends ce terme-là. Après quelques mois, elle est venue faire le programme, le stage. Puis on est resté en contact. Et plus elle pratiquait, plus elle faisait ses pratiques, plus elle méditait. À un moment donné, dans son langage, ce tic de ce langage familier, vulgaire, a disparu. A disparu, Nathalie. Et je lui ai fait remarquer, parce que c'était pas le moment de lui faire remarquer avant. Tu sais, quand c'est quelque chose qui est imprégné dans ton système, c'est difficile de mettre quelque chose en place. Donc, par contre, à travers un travail sur la conscience, les choses qui ne sont plus pures, je veux dire, qui émanent plus de ce que tu es à l'intérieur, ça va changer. Ça va changer. À un moment donné, toute la négativité, la vulgarité va s'estomper. Pas avec un effort mental, mais par simplement une constante discipline de ce maintien, de garder l'énergie, le prana très haut. Et c'est ça qui est intéressant. Et je l'ai vu dans mon parcours, dans mon expérience de vie, à quel point ma relation avec l'autre allait changer aussi dans mes intentions, dans mes paroles, dans mon discours. Et ça, c'est beau de voir les changements s'opérer. Donc, la nourriture est importante. Comment on charge la nourriture, comment on charge ce qu'on reçoit, comment on se nourrit sur tous les niveaux. Et puis comment aussi dans notre relation intérieure, on fait vivre justement de l'harmonie, de la paix. Si on passe son temps à se rejeter, à s'offrir finalement que des pensées qui soient négatives, rabaissantes, on n'arrivera jamais à créer cet écho avec la vie de construction, de co-création, comme on le dit souvent. La vie co-crée finalement aussi avec le rapport que l'on entretient à soi. Exactement. Et puis comme tu dis, rappelons que c'est de notre responsabilité de ne pas se mettre toute la journée
journée devant des chaînes d'infos qui rabaissent notre énergie, qui nous plombent, de regarder. Alors moi, je suis complètement allergique à la violence sous toutes ses formes, donc presque c'est un petit peu trop, parce que même quand on met un film qui peut être intéressant, être quand même un super film, s'il y a des petits temps de violence, moi je vais soit partir de la pièce pour pas regarder la violence, soit avancer si j'ai l'opportunité de le faire. Mais en tout cas, je ne supporte pas ça, et parce que je crois qu'on ne se prépare pas à la violence, et dans un monde comme actuellement, même si depuis l'origine des temps il y a eu de la violence, mais quand même ce qui se passe très régulièrement, ça crée une forme de peur et même de psychose. Oui, tout à fait. Voilà, cette idée en tout cas on ne se prépare pas à une forme de violence, et au contraire on se nourrit au quotidien de choses qui nous font du bien, qui sont apaisantes, qui sont amoureuses. Voilà, c'est très très important de développer cette énergie amoureuse en soi, auprès de soi, et finalement pouvoir rayonner ça. Voilà, et comme tu le dis, l'alimentation aussi fait partie de ses responsabilités. La nourriture fait partie. C'est parce que en fin de compte, il faut savoir que en sanskrit, il y a un magnifique mot qui s'appelle samskara. Les samskaras, ce sont les impressions. À chaque fois que tu laisses rentrer une information, ça va te laisser une impression à travers la charge émotionnelle que tu auras vécue vis-à-vis de cette impression. Donc c'est comme si tu avais un réservoir que tu vas commencer à charger. Tu vas voir ton réservoir que tu vas charger en émotions, je dirais, négatives, entre guillemets, et il va y avoir les émotions plaisantes qui vont charger en positif. Donc forcément, à chaque fois, c'est quel est le poids de ton réservoir qui va avoir un impact sur ta vie. Et qu'est-ce que tu charges comme réservoir? Alors plus tu t'orientes vers l'agressivité, la violence, etc. Alors sans forcément faire abstraction, parce qu'on est dans une vie, une planète où la violence existe. C'est pas non plus avoir une aversion contre ça. Mais maintenant, inutilement, charger ce réservoir de négativité et tout le long de la journée, forcément, ça va aussi avoir un impact sur notre loi d'attraction. Une fois de plus, je te disais, on est récepteur, mais on est émetteur. Donc, si tu émets une vibration, tu vas émettre une dynamique pour qu'un égrégore de cette vibration aussi revienne vers toi. Donc, c'est pour ça que, quand on parle des lois des karmas, on a fait une émission là-dessus, donc les personnes, les auditeurs, auditrices pourront aller réécouter cette émission sur la loi du karma. Mais c'est vrai que c'est pas anodin. Alors, ces sujets, Nathalie, comme d'habitude, c'est vrai que c'est pas en 30 minutes, 40 minutes qu'on peut approfondir. Mais c'est vrai que, voilà, les personnes, en tout cas, ont l'information nécessaire pour pouvoir approfondir ce sujet. Et ça, c'est très important. C'est très important d'approfondir, de comprendre les mécanismes et de s'observer. Et c'est là où la méditation va avoir un impact, parce que elle va commencer à nous permettre d'avoir plus d'observation de nous-mêmes. Moi, je le sens tout de suite. Comme tu le sais, je voyage beaucoup, donc entre la nourriture, des fois que j'ai pas pu me cuisiner, la nourriture où je suis dans un aéroport, dans une gare, je fais très 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 attention à tout ça, parce que maintenant mon système il est très sensible. Et je le vois. Tiens, le jour où j'ai pas fait attention, j'observe. Ah tiens, effectivement cette nourriture, je la digère moins bien. Ah tiens, il y a une pensée plus négative qui vient. Ah tiens, plus irrité. Ah, c'est intéressant d'observer ça. Et comme tu as les outils, tu te laisses pas prendre dans le jeu. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 2 jours et quart, c'est pour ça que le moine est revenu au bout de 3 jours. J'entendais les auditeurs, auditrices de l'autre côté qui disaient, mais pourquoi 3 jours? C'est parce que, en fin de compte, il y a une clé. C'est que notre mental, il change d'émotion tous les 2 jours et demi. 2 jours, 3 quarts. C'est-à-dire? 2 jours, 1 quart. C'est-à-dire que, à un moment donné, l'impression qui s'est infiltrée dans ton système, l'émotion que tu vis, d'accord, au bout de 12 jours, 1 quart, elle va s'atténuer, elle va se dissoudre. Maintenant, si toi-même, tu l'entretiens, c'est différent. Mais une émotion dure 2 jours, 1 quart, l'intensité de l'émotion, et va au bout de 2 jours, 1 quart se dissoudre. Donc c'est pour ça que le jeûne est important. Quand on sent que on a eu une alimentation qui n'est pas bénéfique pour nous, qu'est-ce que j'invite à faire comme programme pour les personnes? Eh ben, c'est très simple. Jeûner, même si c'est une demi-journée. Enlever la nourriture. Boire de l'eau tiède. À partir de là, le système va commencer à se reposer.
Et le jeûne va commencer à faire brûler la nourriture et non seulement va aussi brûler les émotions qui sont derrière. Mais c'est intéressant ce que tu dis. En effet, parfois on a ça me parle bien. J'ai des temps comme ça où j'ai une émotion pendant, j'y avais jamais pensé réellement, mais un peu moins de 3 jours et un peu plus de 2 jours, où on est dans un certain état et après on repasse. Oui. Moi, par exemple, je me sens super vulnérable là depuis 2 jours et demi à peu près. Bon, après, nous les femmes, on sait aussi qu'on passe par des phases un peu différentes parce que c'est aussi une question d'hormones. Tout à fait. Mais t'as raison, on est parcouru comme ça, puis après on laisse place, on sait pas pourquoi il y a une joie débordante, une énergie. En tout cas, tout est beau à vivre, mais c'est quelque cyclique. part la violence, la colère, toutes ces émotions-là, si on peut essayer de les mettre de côté, même si elles ne seront pas totalement inexistantes de nos vies, mais si on peut. C'est ça la clé. C'est ça la clé, Nathalie. C'est pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est vraiment qu'ils doivent comprendre que ça fait partie des cycles du mental, des émotions. Donc, ne pas s'associer à ces émotions, ne pas s'identifier à ces émotions. Pourquoi? Alors, déjà pour nous, ça va faire un soulagement, mais aussi parce que des fois, lorsqu'on s'identifie à ces émotions, on va agir et on va regretter par rapport aux actions qu'on aura fait. Peut-être qu'on sera mis en colère vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos partenaires ou nos employeurs, nos employés. Et à un moment donné, après, une fois que l'émotion s'est dissoute, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui s'est passé pour ce moine. Mais lui, le moine, la différence, c'est qu'il était conscient de ce qui se passait. C'est qu'il a laissé libre cours à ça, parce qu'il n'y avait pas un impact énorme. Ça allait rien faire au roi d'avoir une assiette en moins, des couverts en moins, ça n'avait pas d'impact. Mais il laissait ce qui se produisait se produire. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, quand tu as toute cette sagesse, tu t'aperçois que effectivement, du jour à la minute même, tout d'un coup, un autre élément prend le dessus. Soit ça va être l'élément feu, soit ça va être l'élément terre, l'eau ou l'élément air. Des fois, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'es là et puis t'es plus là. C'est-à-dire que il y a une agitation en toi qui fait que t'as plus envie de rester dans le lieu où tu es et tu dois partir. Ça arrive. Et ben là, c'est que l'élément air commence à prendre le dessus. Des fois, quand l'élément terre prend le dessus, on devient apathique, pas trop d'envie pas d'enthousiasme. Donc c'est pour ça que, à travers le jeûne, à travers l'alimentation, on a un outil très important pour pouvoir justement équilibrer. Donc faire attention à ce qu'on mange. Et à la manière dont on le fait et avec l'état d'esprit dans lequel on le fait. Voilà. Alors, cher Stéphane, on te retrouve via ton site internet, c'est www.stéphanero.com. Voilà. Également en tournée, mais puisque tu interviens à la fois dans le Centre Art de Vivre à Paris, mais pas que. Je crois que tu viens aussi offrir des stages et des formations dans pas mal des centres Art de Vivre. Donc, on peut retrouver toutes les infos via leur site internet. Voilà. Alors, stéphanero.com, ça c'est sûr. Effectivement, en plus, là, je vais être beaucoup plus sur le Maroc au mois de juillet parce que nous accueillons Shri Shri Ravi Shankar au Maroc, fin juillet. Donc ça, c'est un beau cadeau. Et j'aimerais aussi partager, parce que l'été arrive, donc voilà, avec mon épouse, on a un beau séminaire qui s'appelle Yoga and City à Édimbourg, en Écosse. Donc il y a séance de yoga le matin, et puis l'après-midi, visite d'Édimbourg, aussi une excursion au Loch Ness. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet stéphanero.com. Voilà l'information. Et puis aussi une nouveauté, j'ai rencontré récemment Thierry Casanova, Régénère, qui parle beaucoup justement de la nourriture, des bienfaits de la nourriture et comment s'alimenter. En tout cas, il le donne depuis maintenant 5 ans, une très belle connaissance sur YouTube. Et on va faire un séminaire en commun sur une croisière, Nathalie, donc du 8 au 15. Et ça s'appelle Croisière Sensorialis. Alors du 8 au 15. Voilà, du 8 au 15 octobre. Octobre. Donc c'est Croisière Sensorialis. Alors SENSORIALYS.com. Croisièresensorialis.com. Mais bon, si vous allez sur mes pages, vous retrouverez. Et on aura le bonheur, donc on sera 4 intervenants. Il y aura Thierry Casanova, moi-même, Patrick Fontaine et puis Jean-Marc Vignoli dans une semaine dans la Méditerranée, sur l'eau, où on va respirer, méditer, mais aussi avec toutes les conférences de Thierry sur la nourriture. Et le soir, il y aura des veillées musicales.
Donc ils sont les bienvenus. Donc du chambadjan, il y aura, des jus de légumes. Voilà. Vraiment, c'est un moment. Alors pourquoi sur une croisière? Parce que c'est aussi ça la vie. Il y a des espaces différents. Les uns et les autres ont envie d'expérimenter des lieux différents pour accueillir des fois la connaissance, la sagesse. Donc voilà, c'est Alan Caillot, un de nos amis que tu connais très bien, Alan, qui a eu l'idée. Et il a mis en place ce projet, donc voilà, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que c'est un projet qui lui tient énormément à cœur, et je pense que ce sera un succès parce qu'il a eu un tel appel à mettre ça en place qu'en effet, on vous invite, si en tout cas ça vous intéresse, et que vous pouvez vous offrir des vacances à ce moment-là, du 8 au 15 octobre. Voilà. En plus, c'est pile une période où je trouve que c'est agréable de partir, d'avoir du temps pour soi. Oui. Le mois d'octobre, c'est l'automne, hein, c'est des mois de transition. avec les éléments justement, l'eau cette fois-ci. Oui. Ça sera intéressant. Donc on peut trouver toutes les infos via ton site internet aussi. Oui, voilà. Donc www.stefanero.com. Merci Nathalie. Et on peut retrouver ton album Sagesse qui est toujours disponible. Oui. Également sur ton site. Et vivre l'expérience de la transformation de ces chants, des mantras. Merci Stéphane. Merci Nathalie. Namasté. Et puis merci au mois prochain. à merci à tous les auditeurs. Yes. À bientôt. Merci.